Alors, bonsoir et bienvenue à ce cercle féminin qui n'est pas en forme de cercle aujourd'hui, mais presque. Donc, c'est top. Je voudrais d'abord remercier Anaïs de nous recevoir ce soir et d'avoir fait un très beau buffet en l'honneur de Tu B'Shvat et en l'honneur de ce cours de Torah. On va dédier pour la Refoua Shelema de deux mamies, de copines Nano de ce cercle, qui ne sont pas forcément là ce soir d'ailleurs, qui ne sont pas du tout là ce soir d'ailleurs, mais qu'on embrasse. Il s'agit de Esther Bat Clémence, que Hachem lui donne une Refoua Shelema avec Arov et que son opération de demain se passe bien, si je veux. Et de Julie Bat Messodi. Pareil, Bédrat Hachem, demain, elle a des examens très importants, alors qu'Hachem lui donne une Refoua Shelema et qu'on entende des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'on dit en hébreu des bonnes nouvelles? Besorot Tovot. Et justement, ça tombe bien parce qu'on est au mois de Shvat, dont les initiales stands for Sheye Besorot Tovot, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Alors, voilà, que ce soit le mois des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour tous nos malades, pour toutes les personnes qui sont célibataires, qui cherchent leur zivoug, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des enfants, Bezrat Hashem, pour toutes les personnes qui souhaitent sortir de leur Égypte. On ne parlera pas de la paracha de la semaine, mais c'est une paracha intéressante. Celles qui veulent, je leur enverrai le petit cours sur la paracha de la semaine. Et pour toutes celles qui veulent avoir des accomplissements et des choix dans leur vie, que ce soit le mois de toutes les réussites. Alors, vous savez que chaque mois, quand on se réunit, on parle d'un truc très sympa. On parle du fait que lorsque Hachem a créé le monde, eh bien, il a créé le monde à travers une explosion d'énergie. Donc, à la base, il y avait Hachem qui s'est contracté, d'accord? Et ensuite, de cette contraction, une énergie particulière s'est diffusée dans l'univers et que c'est une énergie de manière cyclique, c'est-à-dire qu'elle revient tout le long du calendrier. Et à chaque mois, a une énergie particulière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mois de Shvat, c'est le mois de la renaissance, du renouveau. Et on a toutes bien envie de renaître, de voir du nouveau dans nos vies, que toute cette situation embourbante dans laquelle on a l'impression d'être prise au piège, qui sont pesantes, etc., eh bien, qu'on y voit, Bezrat Hashem, un silver lining, comme ça, qu'on voit, Bezrat Hashem, le bout du tunnel. Alors, bien sûr, vous savez, qu'est-ce que c'est que Tu B'Shvat? Le nouvel an des arbres. Okay? Et le nouvel an des arbres, c'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui montre qu'un arbre est en vie? Les feuilles, t'as dit? Ouais, les feuilles, les fruits, les fleurs. Alors, si on ne regarde pas Miami, parce que Miami est un petit îlot très particulier dans le monde, mais dans le reste du monde, au mois de janvier, où tombe en général Tu B'Shvat, qu'est-ce qui se passe pour les New-Yorkaises? Il n'y a pas de feuilles sur les arbres, il y a encore moins de fleurs et encore moins de fruits. On est d'accord? Donc, pourquoi est-ce que Tu B'Shvat tombe au mois d'hiver, dans le mois d'hiver? Est-ce que vous savez? Eh bien, Tu B'Shvat, c'est quel jour? Vous savez? Non, j'ai entendu parler. Tu B'Shvat, c'est en fait le jour, nous dit la Torah, où la sève monte dans l'arbre. C'est le jour de Tu B'Shvat. Et c'est extraordinaire, on va voir pourquoi. Pendant ces petits moments de partage ensemble ce soir, j'aimerais qu'on étudie en fait 3 choses que les arbres et que le nouvel an des arbres vient nous apprendre. Okay? La première chose, c'est qu'on voit qu'est-ce que c'est en fait la sève. La sève, c'est l'énergie de vie qui est dans l'arbre. On est d'accord? La sève, c'est la semence, c'est le sang, c'est l'énergie de vie. La médecine chinoise appelle ça le qi, d'accord? Et je ne suis pas du tout maître. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise. Mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est le moment où, en fait, à l'intérieur d'un tronc qui semble à peu près mort, puisqu'il n'y a ni feuilles, ni fleurs, ni fruits, et bien malgré ça, il y a la vie qui est en train de naître à l'intérieur de cet arbre, de renaître, de revenir. C'est l'énergie de la renaissance, ok? Alors, on va faire un petit résumé. Qu'est-ce que c'est l'existence? Qu'est-ce que c'est la vie d'un arbre?
La vie d'un arbre, eh ben, c'est simple, ça commence par une petite graine. Une petite graine. De cette graine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan qui pousse, d'accord? Et puis ça devient un tronc. Et puis de ces troncs, il y a des ramifications qui se créent. Et ces ramifications, ces branches, elles vont devenir avec des feuilles, des bourgeons, des feuilles, et puis des fleurs, et puis des fruits. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent, les fruits tombent d'abord, les feuilles tombent, et qu'est-ce qui se passe? Ils se dénudent, et l'hiver commence. Et dans l'hiver, on a l'impression que l'arbre est mort. Et pourtant, au printemps, renaissent les bourgeons, et renaissent les fleurs, les feuilles, les fleurs, et les fruits, etc. Et un cycle qui revient, etc., d'année en année, d'accord? Pendant des centaines d'années. Et pendant des milliers d'années. Parce que je regardais quel est le plus vieil arbre aux États-Unis. C'est un séquoia qui a 3266 ans dans un parc, Yosemite Park, en Californie, je pense à peu près, Yosemite. Alors voilà, donc c'est vraiment incroyable de se dire que dans cette graine était contenu en puissance, potentiellement donc, toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits depuis ces 3266 ans. C'est-à-dire que la graine initiale, elle a en puissance tout ce que l'arbre allait donner ensuite comme feuilles, comme fleurs, comme fruits. Et c'est vraiment magnifique d'imaginer ça. C'est merveilleux donc d'imaginer ça. Et en même temps, c'est l'existence d'un arbre. C'est quoi? C'est de réaliser le potentiel contenu dans cette graine, dans la réalité. D'accord? C'est de transformer le potentiel qu'il y a dans cette graine, l'essence même de la graine, et de le transformer et de le faire se réaliser. C'est ça l'existence d'un arbre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, je ne sais plus comment il s'appelait, Nicolas le jardinier, quand on était petit, vous vous souvenez de Nicolas le jardinier? Ok, on n'est pas Nicolas le jardinier. Non, mais je suis désolée, j'ai des référents d'il y a 45 ans. Mais vu qu'on n'est pas jardinière, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous saoules avec tes idées d'existence de l'arbre? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous, les êtres humains? D'accord? Et bien, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous dit dans Dvarim, Ki ha'adam etz hasadeh. C'est-à-dire parce que Adam, donc l'homme, est un arbre des champs. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, l'homme, il est comparé à l'arbre. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, on sait que quand on est des petits garçons, on leur laisse les cheveux longs jusqu'à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne coupe pas les cheveux d'un garçon jusqu'à 3 ans. Parce que justement, c'est cette comparaison avec l'arbre dont on ne profite pas des fruits jusqu'à sa 3e année. D'accord? D'ailleurs, il doit avoir des beaux cheveux, non? Ok. Et donc, puisque l'homme est l'arbre des champs, dans la Torah, puisque l'homme est comparé à l'arbre, alors ce qui s'applique à l'arbre, eh bien, en fait, ça va s'appliquer à l'homme. Et c'est très intéressant parce qu'on va attirer, du coup, 3 enseignements très intéressants à propos de notre vie. Ça veut dire que donc, à tout Bishvat, eh bien, il y a ce renouveau en nous, cette capacité, cette sève qu'on sent monter en nous. D'accord? Ce n'est pas que l'énervement. Pour certaines qui me disent, je ne sais pas ce que j'ai la, comment elle m'a dit, une de mes copines qui m'a dit, j'ai la Santa Maria. Je sais quoi la Santa Maria? Elle me dit, j'ai l'énergie. C'est cette énergie de renouveau en nous. D'accord? Ça veut dire que, eh bien, on voit déjà qu'on va être nous aussi, finalement, on est le fruit d'une graine, comme l'arbre, d'accord? Une semence, ok? De cette semence, il y a tout en potentiel et en essence pour devenir un être humain grand. C'est quand même fou quand on y réfléchit, d'accord? On se dit quoi? Un petit spermatozoïde, un petit ovule, comme ça, qui se féconde, et Hachem, il fait son miracle, que ça devienne un être humain. On a tous été une graine un jour, ok? Et puis, on a nos ramifications, c'est-à-dire quoi? Notre construction, notre tronc, on se construit, on s'éduque, on se raffine tout le long de notre existence. Et on a des fleurs, parfois on a des belles choses qui sortent comme ça, d'accord? Et puis on a nos fruits. C'est quoi nos fruits?
Nos fruits, ce sont tous nos accomplissements, toutes nos actions, tout ce qu'on va laisser, tout ce qui va laisser un goût sucré dans ce monde, d'ailleurs. Okay. Et puis, ça va être aussi nos enfants, ça va être notre mariage, ça va être vraiment tout ce qu'on va réaliser, ce sont nos fruits. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, tout Bishvat, il vient nous apprendre quoi? Qu'à ce moment-là, dans l'hiver, au moment où ça paraît le plus difficile à vivre, okay, on va penser à nous. On va penser à nos accomplissements. On va se dire, il y a une possibilité. Et ça va nous dire aussi, surtout, comme on parlait de l'existence de l'arbre, d'accord, que l'arbre, donc c'est que finalement, il y a en puissance quelque chose qui doit être réalisé dans la réalité, se transformer dans la réalité, d'accord. Et bien, c'est exactement la même chose pour l'être humain. L'être humain, lorsqu'il vient au monde, eh bien, il a pour mission, quoi, de transformer son potentiel en réel. C'est ça la mission de l'être humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a chacun notre propre potentiel. Cynthia et moi, on n'a pas le même. Et Cynthia et Billy n'ont pas le même, etc., etc., etc. Chacun, on est venu avec une étincelle unique de divinité en nous. Hachem, il a voulu que chacune d'entre nous en soit là. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman Ibreslev, il dit que le jour de notre anniversaire, c'est le jour où Hachem a décidé que ce monde, il ne pouvait pas vivre sans toi. Ni sans toi, ni sans toi, ni sans toi, ni sans toi. Et c'est pour ça que toi, tu es venu au monde. Parce que tu as une lumière particulière, tu as une mission particulière. On ne sait pas laquelle. Tu as une mission particulière que seul toi peux réaliser. Exactement, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, on dit, il n'y a pas deux arbres pareils dans une forêt. Et c'est vrai, des hommes également. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ce potentiel qu'on a à la naissance, nous, on n'en est pas conscient. D'accord? Tout à l'heure, il y avait la petite Livia qui était là. Si tu lui demandes, alors, tu es contente de ton potentiel, elle va se dire, de quoi tu me parles? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, je ne suis pas au courant. Un enfant, et même nous, on a du mal. Quand on a un certain âge, on commence à comprendre son potentiel, on commence à entrevoir un petit peu ce dont on est capable, les ressources dont Hachem nous a dotés pour affronter la vie. Mais à la base, quand on vient de naître, on ne sait pas. Et pourtant, tout ce potentiel-là, on l'a choisi avant de naître, avant de venir au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on était dans le Olam Haba, quand on était dans le monde en haut, on va dire, d'accord, qui était un monde dans lequel on ne pouvait pas agir, donc on ne pouvait pas réparer les choses que notre âme avait besoin de réparer, d'accord? Eh bien, on était capable à ce moment-là de choisir pas mal de choses, c'est en fait de choisir notre vie. C'est-à-dire que quand Hachem nous dit, voilà, toi, tu as l'opportunité de venir sur Terre pour réaliser une mission qui est de réparer, de faire ton tikkun à toi, ta réparation à toi, eh bien, puisque toi, tu sais ce que tu dois réparer, tu vas choisir à l'avance, c'est-à-dire que tu as un iPad comme ça, et tu dis, OK, moi, je coche l'option, je veux naître à Paris ou à Charenton en 1977, dans telle famille. Et puis après, moi, je ne veux pas rester à Charenton, je vais partir ensuite à Miami. Et ensuite, de Miami, je vais rencontrer mon mari. Et je veux ce mari-là, parce que ce mari-là, il va me faire travailler sur tel point et tel point et tel point. Et je veux avoir telle copine, et je veux avoir tel truc et tel truc et tel truc. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre en place tous les éléments qui sont nécessaires pour t'assurer au maximum, parce qu'on a le libre arbitre, donc on peut aussi ne pas vouloir réaliser son potentiel, pour m'assurer de réparer ce que je dois réparer. C'est ça pour la raison pour laquelle on est venu dans ce monde-ci, qui est le monde de l'action. Dans ce monde-ci, vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un part de ce monde, on fait chaque année pour son yahrzeit, pour sa askara ou son asgar, wherever we come from, on fait des brachot, les Ilou et Nishmat pour l'élévation de l'âme de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, lorsque son âme quitte ce corps, elle n'a plus la possibilité de faire des mitzvot dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les faire pour cette personne. On va montrer que l'empreinte de cette personne, elle est encore présente aujourd'hui. Que son passage sur cette terre, il a encore un effet encore aujourd'hui. Et plus une personne, elle a été grande, et plus son action a été profonde, et plus elle a marqué
sa famille, plus elle a marqué parfois ses élèves, plus elle a marqué parfois sa communauté, plus elle a marqué le monde pour certaines personnes. Et plus à chaque année, lors de son Yahrzeit, eh bien, il va y avoir de personnes qui vont faire des actions pour l'élévation de son âme. Ça veut dire que sa mission, elle perdure même lorsque cette âme-là ne fait plus partie de ce monde. Et non seulement elle se répare elle-même, mais elle vient également aider à réparer les autres. Parce qu'à travers l'action que les personnes vont faire, par exemple, quand on fait une Seudat Amenim pour quelqu'un, d'accord, parfois il y a des femmes qui ne font pas normalement les brachot. À ce moment-là, elles vont faire la bracha pour cette personne. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que la personne, non seulement elle arrive à avoir encore une action dans ce monde, même si elle n'est pas corporellement ici, mais en plus, elle va aider son descendant, son ami, l'ami de sa petite fille, ou peu importe quelle est la personne, à elle aussi aller élever, à réaliser sa mission. Parce que la mission de n'importe quel être humain sur Terre, c'est de transformer le matériel et de l'élever au spirituel. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, en tout cas. Ouais, donc on se pose la question, qu'est-ce que Hachem, il attend de nous? Eh bien, Hachem, il attend de nous, justement, qu'on pousse dans la bonne direction, comme un arbre. On l'a dit, un arbre, il naît une petite graine, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question, qu'est-ce que je viens faire, moi, dans ce monde? D'accord? Et quand on est petit, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour de soi. Et on se dit, ah, d'ailleurs, on voit souvent les enfants, je ne sais plus qui me dit cette semaine, on avait un cours sur l'éducation, et il y avait quelqu'un qui me disait, oui, mes enfants sont très jaloux l'une de l'autre. D'accord? Et à chaque fois, elle me dit, pourquoi celle-là, elle a eu celle-ci? C'est très courant chez les petits-enfants. Pourquoi? Parce que comme ils ne savent pas quelle est leur propre mission à eux, ils vont regarder celle du voisin, ils vont se dire, ça a l'air mieux chez le voisin. Ça a toujours l'air mieux dans le jardin du voisin. L'herbe, elle a l'air toujours plus verte. Mais en réalité, quand on grandit et qu'on a un petit peu compris comment ça fonctionne, on se rend compte que l'herbe de mon jardin, c'est l'herbe qu'il me faut à moi. Et que l'herbe du jardin du voisin, c'est celle qui est là pour l'autre. Qu'on a tous notre propre tailleur sur mesure, entre guillemets, pour pouvoir aller travailler sur nos méthodes à nous, qui ne sont pas les mêmes que l'autre, puisqu'on a dit que chacun a une mission différente. D'accord? Donc, on imagine cette petite fille qui est en puissance, on va l'appeler Naomi. D'accord? Naomi, en puissance, c'est la rabbinite Kanievski. Vraiment, elle a un potentiel, cette petite, qu'un jour, elle peut devenir, si elle va dans le bon chemin, d'accord? Si elle pousse comme il faut, elle peut devenir une immense tzadékette, une femme qui va réaliser des grandes choses, des actes de bonté, qui va donner d'elle-même, qui va avoir une messirut nefesh incroyable, qui va être, je sais pas, peut-être elle va inventer un vaccin pour sauver l'humanité, j'en sais rien ce qu'elle va faire, peu importe. Elle a en puissance un niveau incroyable. Et pourtant, qu'est-ce que tu la vois? Tu la vois tirer les cheveux de sa copine en lui disant « C'est mon jouet, c'est à moi ça, c'est à moi !» D'accord? Je dis « Mais vas-y, en puissance, tu es Rabbinite Kanievski et maintenant tu viens tirer pour avoir ta poupée. Enfin, tu n'as rien compris. D'accord? Eh bien non, elle n'a rien compris. Parce qu'à cet âge-là, on ne comprend pas. Parce qu'à cet âge-là, quand on voit à côté, on a envie de pousser vers son côté, vers son voisin, à l'horizontale. Mais qu'est-ce qu'il faut pour... Qu'est-ce que Hachem il a décidé? Il a décidé que la plante, normalement, elle doit pousser comment? Horizontale ou verticale? Verticale. Et qu'est-ce qu'on fait d'une plante lorsqu'elle ne pousse pas bien à la verticale? On utilise un tuteur. Et c'est là c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un tuteur? On met un morceau de bois, d'accord? Et on l'attache autour de la plante pour que la plante, elle pousse droit, qu'elle pousse vers le haut, vers Hachem, vers Akadosh Baruch Hu. Qu'elle n'oublie pas que son chemin, c'est sa mission qu'Hachem lui a donnée et que ce n'est pas celle du copain ou ce n'est pas celle du Yetzer Hara. D'accord? Non, justement, bien mieux que ça. Ça, c'est encore plus subtil que ça, tu vas voir, tu vas kiffer. Et en fait, c'est pareil pour l'homme, parce qu'en fait, pour grandir dans la bonne direction, eh bien, Hachem, il nous a mis dans un environnement particulier qui va nous redresser. Il nous a mis avec une famille particulière, des parents particuliers qui vont nous redresser et ça ne va pas être facile. Parce que quand tu as un papa ou une maman qui te dit
tiens-toi bien à table, ne fais pas ci, ne fais pas ça, qui te met un cadre autour de toi. C'est quoi ça? C'est comme un tuteur. C'est comme un tuteur qui va en fait te redresser. Toi, tu as envie de t'étaler, tu as envie d'aller à droite, à gauche, tu as envie d'écouter le Yetzirara, tu as envie d'aller faire des folies, d'aller, je ne sais pas, donner libre cours à toute la sauvagerie, entre guillemets, de l'enfance. Et non, on est en train déjà de te mettre un cadre. Et ce cadre, il va te permettre de grandir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Extraordinaire. Tu arrives à un âge où ta neshama, elle a l'âge maintenant de trouver sa complétude, de redevenir entière. Vous savez que quand Hachem a créé Adam Arishon, le premier homme, il a créé à la fois masculin et féminin. D'accord? Et donc, ensuite, il les a séparés. Il a séparé le féminin du masculin. Et lorsqu'on se marie, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les neshamot, masculines et féminines, d'un même être. L'Adam, l'être vivant, le vivant, devient complet à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand il devient complet? C'est dur, parce que le tuteur, il est en permanence avec soi. C'est-à-dire que si j'ai choisi ce mari-là et qui va me faire travailler sur mes midotes, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis quelqu'un, alors je ne vais pas dire ouais, parce que vous allez croire que c'est vrai que c'est moi, alors que c'est pas le cas. Donc, on va dire que il y a quelqu'un qui se marie, d'accord? Et c'était une fille, mais super ordonnée. Ben, on va reprendre Naomi, elle a grandi, ok? Elle se marie. Et c'était une fille super ordonnée, vraiment hyper ordonnée, hyper organisée. Elle vivait sa petite vie tranquille, mangeait équilibré, tout ça. Et elle s'est mariée avec un jardinier. Vous savez pourquoi c'est un jardinier? Il plante une chaussette là, il plante un paquet de chips vide là, et il plante. Et elle regarde comme ça le soir quand elle rentre et elle dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que ça va pousser tout seul? C'est pas possible. Eh ben non. En fait, Hachem, il lui a envoyé ce mari-là, ou plutôt toi, tu l'as choisi quand tu étais là-haut, ce mari-là. Parce que tu savais que si tu étais trop rigide, trop inflexible, trop organisé, trop dans la mida de Gvura, d'accord, de rigueur, eh ben, ça n'allait pas marcher. Parce que toi, ta mission, c'est d'être in the balance, d'être dans la mida, dans la mesure. Donc, il fait juste moins 10, non? Non, ah oui, d'accord. Okay. C'est ça. Alors, justement, l'idée, c'est quoi? C'est que le mari vienne contrebalancer ça. Mais est-ce que c'est facile pour un arbre? Est-ce que c'est agréable pour un arbre de recevoir un tuteur, de devoir être comme ça, compressé, etc., à droite, à gauche? Non. Eh ben, c'est pareil pour nous. C'est exactement pareil pour nous. Lorsque le mari vient appuyer sur le point où ça fait mal, parce que c'est son rôle inconsciemment, lui, il ne le fait pas parce que c'est son rôle, lui, il le fait parce que lui, il a une mise différente de la tienne, parce que lui, il a une vision du monde différente de la tienne et qui vient juste compléter ta manière de voir. Mais le jour où tu acceptes de grandir avec le tuteur qui te maintient et qui t'aide à aller dans la bonne direction, à découvrir en fait toutes les ressources, tout le potentiel qu'il y avait dans ta graine originelle, quand tu comprends que même les enfants, ils sont là pour nous aider à nous élever. Et quand on dit on élève des enfants, c'est pas vrai. C'est on s'élève avec nos enfants, qui est d'ailleurs le titre d'un très bon bouquin que je vous conseille. D'ailleurs, je vous dis, je fais un petit aparté dans le cours, mais ma belle-sœur qui a écrit ce livre, notamment en collaboration avec Vanessa Bentaken, elle vient, si Dieu veut, au mois de mars, et elle nous donnera un cours. Donc, je vous dirai à ce moment-là. En tout cas, c'est intéressant parce que de comprendre qu'en fait, même les enfants, ils sont là pour notre mission à nous. C'est-à-dire que les enfants qu'on reçoit, ils sont là, ils appuient exactement. Ce qui me dérange chez mon enfant, c'est exactement ce sur quoi moi, je dois aller travailler. D'ailleurs, ce qui me dérange chez n'importe qui, c'est exactement ce vers quoi je dois aller travailler. C'est ce qu'on appelle en psychologie la zone d'ombre. Tu vois dans le miroir de l'autre l'ombre que tu ne vois pas chez toi. Ah là là, mais comme ça m'énerve, moi, les gens en retard. Mais toi, à la base, tu n'es pas un peu en retard? Non, mais tu as travaillé sur toi pour ne pas être en retard. Mais toi, tu as tendance à être en retard. Ah là là, comme j'aime pas les gens qui se plaignent.
Tu n'as pas tendance, toi, un peu à te plaindre. Tu vois, ah, celle-là, elle se plaint tout le temps. Ah, celle-là, tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est notre zone d'ombre à nous. Okay. Donc, l'autre est là, dans notre programme, pour nous aider à aller chercher en nous la difficulté, et pas que l'autre, même les épreuves de la vie, même les missionnautes, toutes les épreuves, c'est des exercices. Vous connaissez la blague de Gad Elmaleh. La vie, c'est des exercices. D'ailleurs, quand tu commences, tu demandes à ton fils, alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? C'est vrai, la vie, c'est des exercices. Des exercices pour aller trouver, en fait, se confronter à une difficulté. Et quand je suis confrontée à une difficulté, c'est là où je vais aller me dire, mais attends, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment tu vas faire? Ben, tu vas aller chercher en toi des ressources. Comment est-ce que tu découvres que tu es patiente? Parce qu'un jour ou l'autre, tu as eu ta patience qui a été mise à l'épreuve. Comment est-ce que tu découvres que tu as une résistance à la souffrance? Parce qu'un jour ou l'autre, tu as souffert. Comment est-ce que tu découvres que tu as bon cœur? Parce qu'un jour ou l'autre, eh ben, voilà, tu as dû développer chaque qualité qu'on a, chaque ressource qu'on a. C'est l'épreuve qui a été le révélateur. Vous connaissez comment, à l'époque, quand il n'y avait pas encore les appareils photo numériques, comment est-ce qu'on faisait pour avoir imprimé une photo? Eh bien, il prenait la pellicule et il le trempait. Tu le fais encore, Ruth, comme ça? Non? Mais à l'époque, moi, je sais que mon père était photographe dans l'armée Yarasra, comme on dit, et il trempait dans un produit qu'ils appelaient un révélateur. Et ça allait révéler l'image sur le papier. D'accord? Et bien, c'est ça. L'épreuve, c'est le révélateur de nos ressources. C'est grâce à l'épreuve et grâce à ma manière de prendre l'épreuve que je vais aller découvrir en moi les ressources que j'ai et qui sont dans mon programme. C'est dans ces petites graines. Mais parfois, je vais passer toute une vie et je ne vais pas y aller. Je parlais aujourd'hui avec une dame qui me disait que c'était très difficile parce elle voyait son mari qui avait beaucoup souffert dans son enfance et qu'il n'arrivait pas à s'ouvrir à cette souffrance et à laisser rentrer l'autre, en fait, à être vulnérable. Il avait tellement souffert qu'en fait, il s'était fait une carapace. Et malheureusement, sa carapace lui permettait plus de continuer son mariage. Et c'est très dur. C'est très dur pour elle parce qu'elle l'aime, elle veut l'aider. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui s'est mis une carapace. Il y a des gens qui ne veulent pas aller chercher dans qui ne peuvent pas parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont leur système comment on dit, de défense, entre guillemets, leur moyen de survie, c'était de s'être créé une sorte de carapace, une sorte de distance, quelque chose qui allait finalement leur permettre d'être moins dans l'émotion, ou peut-être qu'ils n'ont pas fait confiance, ou peu importe. Donc oui, on a la possibilité face à l'épreuve de rater l'opportunité d'aller trouver sa ressource aussi. Mais si on comprend que l'épreuve, elle est là pour nous aider à trouver en soi toutes les ressources qu'on a, alors c'est là où on grandit, comme l'arbre. Donc oui, l'existence, donc ça c'est la première leçon de l'arbre, d'accord, de Toubishvat, c'est que l'existence de l'arbre, comme l'existence de l'homme, puisque l'homme est l'arbre des champs dans la Torah, c'est d'aller transformer notre potentiel en réel. Ok, c'est ça la mission. Deuxième point, on a dit tout à l'heure, Toubishvat, c'est pendant l'hiver. C'est quand même bizarre. On célèbre le nouvel an des arbres et là où il a l'air un peu mort. D'accord? Un peu mort. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a la coutume de faire à Toubishvat? On mange des fruits. On mange des figues, on mange des grenades, on mange des olives, on mange... Pourquoi est-ce qu'on va manger des fruits en plein hiver? Qu'est-ce que ça vient nous apporter comme leçon, ça? D'abord, ça veut dire que même si on est en plein hiver, d'accord, même si apparemment, c'est quoi l'hiver? L'hiver, c'est le moment où tout s'est arrêté, toute forme de vie, entre guillemets, s'est arrêtée. C'est un peu le moment où on est dans le désespoir. Le moment où on a l'impression d'être devant un mur. Et on se dit, mais comment je vais me sortir de cette galère? Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe cette semaine dans la paracha de Béchalar, lorsque les Bnei Israël
sont sortis d'Égypte et qui se retrouvent face à la mer, coincés par les montagnes, et qu'ils entendent, je ne vais pas faire le cheval, ah si je le fais, c'est pas grave, ok, et qu'ils entendent les soldats derrière qui sont en train de galoper et qui se disent, j'ai les Égyptiens qui sont en train de me rattraper pour nous, soit nous égouiller, soit nous remettre en esclavage, ok. Et bien à ce moment-là, on voit une chose incroyable, ils vont être sauvés par quoi? Par qui? Narshon ben Aminadav, qui va en fait faire la preuve de la Emouna en descendant dans l'eau, en ayant confiance en Hachem, en avançant, en continuant à avancer malgré le fait qu'il se retrouve dans une situation incroyable. Et c'est un petit peu ce qu'on voit à travers Tou Bishvat également, parce que Tou Bishvat vient nous dire, toi, tu es en hiver là, d'accord? Bon, nous, on est à Miami, on a dit il y a des arbres avec des feuilles. Mais dans la majorité du monde, tu vois, tu peux croire que tu peux désespérer. Mais il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Il y a toujours des fruits, il y a toujours des bourgeons qui vont naître. C'est au moment même de l'hiver que se prépare tout ça. Ces fruits que tu es en train de manger, maman, souviens-toi, ça représente quoi? On a dit, c'est les accomplissements, c'est les réussites, c'est les actions. Les actions, les fruits de notre travail, ils sortent après un certain temps. Il a fallu planter une graine avant pour pouvoir profiter des fruits. Ce qui veut dire que c'est au moment de l'hiver qu'il faut poser une action pour pouvoir voir les fruits. C'est au moment où on croit que plus rien n'est possible qu'en fait, il faut agir. C'est au moment où on croit qu'il n'y a plus rien à faire. Au moment où on se dit, de toute manière, moi, je ne peux pas tomber enceinte. Au moment où on se dit, mais moi, je ne trouverai pas mon mari. Au moment où on se dit, mais ça y est, ce couple, ce n'est pas possible. C'est là où il faut poser une action. Et se dire, non, tu sais quoi? J'ai la émouna. J'ai la émouna chez les mains. J'ai la foi en Hachem que oui, si moi j'agis, parce qu'il faut faire ça à Ishtadlout, on ne peut pas rester juste en disant, j'ai la émouna et moi je ne fais rien et ça va tomber du ciel. Non. Hachem nous a mis dans un monde de l'action pour qu'on agisse. Et encore une fois, transformer son potentiel en réel, c'est par l'action. D'accord? Donc, il faut agir. C'est au moment de l'hiver, c'est au moment où on croit qu'il n'y a plus rien qui va se passer, qu'il faut agir et poser une action. Et ce qui est très intéressant, il y en a qui me disent, OK, Esther, mais alors, réellement, je pose une action, je prie et rien ne se passe. Et rien n'arrive. Et combien de temps je vais attendre? Ben, il y a quelque chose encore que vient nous apprendre la végétation, le végétal, la plante, l'arbre, d'accord? C'est que quand on plante une graine, ben on la plante où? Dans la terre, ok? Et quand on la plante dans la terre, on referme la terre après. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose. On l'arrose. Et quand on l'arrose, est-ce qu'on voit ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Un jardinier qui plante, je sais pas, un plant de tomates, d'accord? Et qui sait que ça marche. Il met sa graine de tomate, il arrose, il referme la terre, il arrose, et il ne se dit pas, mince, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça prend du temps. Il a confiance en Hachem que le plant de tomate, il est en train de se créer quelque part. Vous savez ce qui se passe sous terre? Ça s'appelle le processus de germination. Le processus de germination, je n'ai pas amené le dessin ce soir, c'est dommage, je l'utilise quand on fait la préparation à Rosh Hashanah. Mais le processus de germination, en fait, ça montre que quand tu plantes une graine, eh bien, pendant quelques semaines où tu ne vois rien de l'extérieur, d'accord, que tu vois que la terre, apparemment, il ne se passe rien, en réalité, sous terre, il se passe quelque chose. D'abord, la graine, eh bien, elle se quoi? Elle se détruit. Elle pourrit, entre guillemets. Et de ce pourrissement, naît un germe, sort le germe. Le germe, au départ, il va pousser vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher. Il va chercher quoi? De l'eau, des nutriments, etc., etc., d'accord, vers le bas. Ensuite, il va sortir un germe vers le haut, mais il est toujours sous la terre. Et plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça dépend de quel type de graine on parle,
vont se passer avant qu'on voit sortir quelque chose au-delà de la terre, au-dessus de la terre. Pendant tout ce temps-là, pourtant, le processus de germination était en cours. Il fallait avoir de la émouna, il fallait avoir confiance en Hachem ou confiance en la nature, d'accord? Pourquoi? Parce que si jamais, entre-temps, j'étais allée gratouiller la terre pour voir ce qui se passait en dessous, et bien en réalité, je détruisais la possibilité de cette graine de vie. Donc, en gros, il faut en effet poser une action, et après avoir posé une action, il faut avoir la émouna et attendre que Hachem, continuer à arroser sa plante, donc toujours continuer à poser des actions dans ce sens-là, d'accord? Mais avoir la émouna que Hachem, il est en train de préparer les fruits qui vont être donnés en été. On a l'hiver, on a le printemps, on a l'été. Mais c'est en hiver, c'est au moment du désespoir, c'est au moment où on ne voit pas encore ce qui se passe de bien dans nos vies. C'est au moment où on est toujours face à notre problème qu'il faut qu'on plante. Donc, il faut qu'on pose une action et qu'on continue à y croire, même si on ne voit pas les résultats tout de suite. OK? Est-ce que vous avez encore un peu de temps ou... Ouais? OK. Alors maintenant, je vais vous parler de la troisième leçon qu'on tire de Toubishvat. Et je vais prendre pour ça un document que j'avais fait, enfin que mes enfants ont fait. Il y a quelques années, vous savez, ici, on fait les science fairs. Comment ça s'appelle? Les foires de la science. Okay? C'est quoi? C'est en fait les enfants à l'école doivent préparer une expérience scientifique et la présenter. Et donc, il y a quelques années, mes garçons, ils étaient allés faire, ils avaient décidé de se mettre ensemble et ils avaient fait en fait une étude scientifique sur l'influence de la parole sur la matière. Okay? Et c'est très intéressant. Il y a en fait, il y a quelques années, il y a comme 15-16 ans, j'avais un copain qui m'avait offert un livre du Rav Zamir Cohen qui s'appelle La Révolution. Et dans ce livre, il parlait d'une expérience scientifique réalisée par un scientifique japonais, dont je ne vous dirai pas le nom parce que je vais vous dire n'importe quoi. Donc voilà, je me souviens plus du nom de ce scientifique japonais qui avait pris des gouttelettes d'eau et qui avait analysé l'impact de la parole sur l'eau. Okay? Nous, on a fait avec les enfants l'impact de la parole sur la plante, parce qu'on n'avait pas de microscope. Et je voudrais vous inviter à voir, parce que c'est vraiment très intéressant. En fait, donc on avait les deux petits garçons. Ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait 4 pots. Il y avait un pot, donc vous connaissez toute l'expérience avec les flageolets, là, les haricots, le coton et l'eau. On n'a rien inventé pour ça, d'accord? Il y avait 4 pots qu'on avait mis à 4 endroits différents de la maison. Et tous les jours, à la même heure, on allait leur mettre de l'eau à ces pots, dans lesquels on avait mis donc du coton et des haricots. Dans le premier, on mettait uniquement de l'eau. That's it. On ne disait rien. Okay? Dans le deuxième, on disait des mauvaises choses. Espèce de petite moche de haricots, tu as un mal, et même en arabe, ça marche. Tu lui dis toutes les insultes à ce haricot. Bon, moi, mes enfants, ce n'est pas beaucoup d'insultes, mais tu n'es pas beau, tu n'iras nulle part, tu es méchant, tu es vilain, tu es... D'accord? Ensuite, et tu l'arroses pareil de la même quantité d'eau. Troisième chose, dans le troisième pot, tu arroses de la même quantité d'eau aussi, mais cette fois, tu vas lui dire des choses très jolies. Par exemple, comme tu es belle, comme tu es beau, mon petit haricot, ça arrive. Comme tu es jolie, mon petit chéri, tu vas grandir, tu vas devenir merveilleux. Tu lui dis je t'aime, merci, que des mots positifs et des jolis mots. Et dans le troisième et dans le quatrième, on lit des télim en même temps qu'on arrose. Okay? Et c'est extraordinaire parce que les résultats sont flagrants. Après, alors, où est-ce qu'ils sont les résultats? Après une semaine, celui à qui on a mis de l'eau seulement, alors il y a eu 2,6 cm
il a grandi de 2,6 cm, c'est celui-là, ok? Mais il n'y avait pas de feuilles, ok? Celui à qui on a mal parlé, eh bien, il a pris 1,9 cm et pas de feuilles non plus. Celui à qui on a dit des gentilles choses, d'accord? Il a grandi de 2,7, donc plus que celui qui avait juste eu de l'eau. Et il avait fait 2 feuilles. Ok, vous les voyez d'ailleurs ici, les petites feuilles. Et celui qui a reçu les télim en même temps que l'eau, il a poussé de 3,6 cm et il avait 6 feuilles. 6 feuilles? Non, 4 feuilles, pardon, 4 feuilles. Ok? Maintenant, j'aimerais vous demander de quoi est composé majoritairement le corps humain? Donc, à 70%. Ok? Quand on entend des parents dire à leurs enfants, mais tiens, mais je vais te ci, et je vais te ça, et je vais te truc. Qu'est-ce qui se passe? Juste en train, en fait. On est juste en train, en fait, d'aller influencer la matière de l'enfant. Quand on dit des télim, parfois il y a des gens qui me disent alors tu vas visiter un malade and so what. Bon, aujourd'hui, ça se fait moins d'aller visiter les malades, mais tu vas visiter quelqu'un qui a besoin d'aide. Et tu fais, pourquoi tu fais des télim? Pourquoi? Pour ça. Parce que son corps est composé à 70% d'eau. Et que c'est prouvé scientifiquement par docteur Sidbon, Eli Yehuda et Dan Yeshua que, eh bien, ça a un impact sur la croissance, sur la régénérescence. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand on ne réalise pas que ce qu'on dit a un effet sur notre corps, même sur notre propre corps, la manière qu'on a de se parler à soi-même. Mais qu'est-ce que je suis bête, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Mais non, parle-toi comme ta meilleure amie. Ah, ma petite chérie, ma petite Esther. D'accord? Mais oui. Pourquoi on va aller se faire du mal à soi-même en se parlant mal à soi-même? D'accord? L'air est fait de quoi? Ok? Pareil. On crée avec nos mots une réalité et c'est prouvé. Donc, qu'est-ce que vient nous apprendre aussi la plante, entre guillemets, à travers justement toutes ces expériences scientifiques qui montrent comment est-ce qu'une plante, elle pousse bien parce qu'elle reçoit de l'eau. L'eau, c'est la Torah. Parce qu'elle reçoit de l'amour, parce qu'elle reçoit des encouragements, parce qu'elle a besoin d'un tuteur, entre guillemets. C'est pas pour rien qu'on appelle un tuteur, même pour des enfants. Quelqu'un qui va l'aider à pousser dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, encore plus que jamais, on a besoin de ça. Parce que quand on parlait d'un enfant qui regarde à droite, qui regarde à gauche, aujourd'hui, il a juste besoin de faire ça. Il n'a même pas besoin de regarder à droite et à gauche pour être mauvaisement influencé, pour être mal influencé. Okay? Les images, elles lui sautent à la figure, il n'a même pas besoin. D'accord? Et on voit des enfants adorables, des petits amours qui, les pauvres, reçoivent des images qui vont les marquer à vie, qui se retrouvent dans des situations qui vont les marquer à vie. Des Snapchat ou des TikTok où ils se mettent en relation, surtout Snapchat, où ils se mettent en relation avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Qui peut savoir ce qui peut se passer? Qui peut savoir aussi ce que tous ces messages mauvais peuvent aller mettre dans leur tête? Parfois, il y a quelqu'un qui me disait une fois, mais qu'est-ce que ça peut faire en fait que tes enfants ils écoutent de la musique pas juive ou qu'ils entendent des trucs ou qu'ils regardent un film? C'est parce que ça a un impact réel sur la personne et plus encore que sur la matière, même sur l'intellect. C'est-à-dire que les yeux, c'est la première porte vers notre cerveau. Okay? Et que lorsqu'on voit quelque chose, j'ai donné cet exemple, je ne sais plus quand, je crois la semaine passée dans un cours. Moi, je ne regarde pas la télé.
j'aime pas la télévision. C'était même avant d'être religieuse, c'était pas mon trip, d'accord. Et l'année dernière, je partais en France en avion. Et dans l'avion, il y avait des petites télés, vous savez, des petits écrans. Et il y avait un type qui regardait un film de gladiateur juste devant moi. Et j'étais, mais... Et mon mari me fait, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Il me dit, il y a un type qui s'est fait décapiter, la tête, elle a roulé, il y avait du sang qui giclait. Je me suis dit, c'est dégueulasse, mais comment? Et moi, ça m'a choquée. Et le mec, il était en train de manger ses pop-corn. Et je me dis, comment tu peux manger? C'est que son cerveau, il est devenu anesthésié à la violence. Mais c'était gore, c'était écœurant. C'était pas juste un match de boxe. C'était horrible. Je ne savais même pas qu'on pouvait imaginer. En plus, c'est tellement réaliste, les films d'aujourd'hui. C'est pas comme... c'est pas du ketchup, vous savez, comme dans les années 80 ou 70. Il y avait du ketchup qui sortait. Ah mince, il s'est fait mal. Oui, d'accord. Là, non, pas du tout. C'est tellement surréaliste. Tu vois des trucs horribles. Et les gens ne se rendent pas compte pourquoi. Parce que leurs yeux sont tellement habitués. Sont tellement habitués. C'est simple. Vous avez déjà eu un corps au pied. Il y a un moment, vous mettez des chaussures, vous habituez à ce qu'elles soient désagréables, ces chaussures. Elles vont devenir comme des pantoufles à un moment, tellement que vous les avez mises. Pourtant, vous faisiez mal au départ. Mais maintenant, ça y est, votre pied, il a réussi à faire son truc. It's numb. Tu le sens plus, ça te fait même plus mal. D'accord, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu as raison. C'est-à-dire que oui, on devient numb. On est plus sensible. De la même manière qu'au tout début du corona, on entendait telle personne et telle personne, ils sont malades, telle personne et telle personne, elles sont mortes, priez pour telle personne et telle personne. Maintenant, mais combien on en a entendu, je vous en supplie. Ah, t'as le corona? Ah, super, cool, tu vas avoir des anticorps. Mais, d'accord, pourquoi? Pourquoi? Mais c'est vrai. Parce que d'abord, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a moins peur. Parce qu'on a eu le vaccin, parce qu'Hachem a envoyé un virus qui est beaucoup moins dangereux, d'accord, même s'il est beaucoup plus contagieux, Hachem, il est moins dangereux, d'accord. Mais on est toutes habituées à certaines choses. Et en fait, on a le choix de comprendre que nos pensées, notre manière de parler, ce que nous amenons dans notre corps va influencer qui nous sommes. Tout comme cette plante, d'accord. Donc ça, c'est la troisième leçon qu'on peut avoir de Toubishvat, Bishvat, c'est que la force et la puissance de la parole qu'on peut admirer dans la nature. Et d'ailleurs, vous voyez les petites grand-mères, moi j'avais une petite grand-mère toute mignonne, Mamie Georgette, Esther, elle parlait à ses plantes. Et alors, ça l'occupait. Alors, il y a des gens qui peuvent se dire, parce qu'elle avait personne d'autre à qui parler, mais non, c'est pas pour ça. Elle aimait, elle me dit, tu vas voir celle-là, comme elle va bien, elle va être belle. Regarde la fleur qui est sortie. Et elle me prenait une photo, j'habitais en Italie, elle prenait les photos. Elle m'envoyait à l'époque par la poste les photos de ses roses, parce qu'elle avait, mais elle les aimait, ces plantes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Et ben, c'est vrai, parce que ça a un impact. Tu parles aux orchidées, tu vois. Il y avait l'homme qui parlait aux chevaux et il y a la femme qui parle aux orchidées. C'est un truc. Mais oui. Quand je voyais ma mère et ma tante, genre, c'est comme ça, un truc devant leurs orchidées, je prenais pour les toper. Et bien là, ça fait quelques années, je me suis prêtée au jeu. Et tu vois que ça marche. Et voilà, je pense que c'est l'âge, en fait. Moi, j'aimais plein d'orchidées, je les ai plus des palmiers. Et ben, j'étais des bâtons, et ben maintenant, elles sont là en train de chuter. Et toutes les semaines, le samedi, je suis là, et regarde, c'est là, et même moi, je me trouve pathétique. Mais non, c'est pas pathétique, c'est magnifique. C'est magnifique, Baruch Hashem. Mais je le fais. Et je le raconte. C'est bien. On est content. Mais oui, c'est bien de partager. Pourquoi? C'est tellement vrai. OK, donc voilà. Et est-ce que vous voulez partager quelque chose? Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous avez une remarque, une réflexion? Alors. Bravo Esther.